Penser que tu connais Henri VIII, le gars avec 6 femmes, celui qui a fondé l'église d'Angleterre? Eh bien, accroche-toi, parce que le vrai Henri VIII était bien pire que tout ce que les manuels d'histoire osent te raconter. Un roi si grotesquement obèse qu'il avait besoin de dispositifs mécaniques justes pour se déplacer. Un homme dont les blessures purulentes à la jambe sentaient si horribles que ses serviteurs fuyaient littéralement la pièce. Un dirigeant dont le corps même s'est effondré à tel point que son cercueil a explosé à cause des gaz de décomposition de son cadavre. Tu es sur le point de découvrir des curiosités choquantes sur Henri VIII, des révélations qui font passer Game of Thrones pour un conte de fées pour enfants, de ses rituels alimentaires bizarres à ses mesures de sécurité paranoïaques, de son traitement impitoyable envers les femmes jusqu'à la réalité grotesque de ces dernières années. Ce sont les faits qui vont changer à jamais ce que tu croyais savoir sur le roi le plus tristement célèbre d'Angleterre. Son corps était une catastrophe ambulante. Commençons par la vérité la plus choquante. À la fin de sa vie, Henri était littéralement un cadavre ambulant. On parle d'un homme dont le corps était devenu si grotesque que même ses propres serviteurs étaient traumatisés. Sa taille? 54 pouces de tour de taille. Pour te donner une idée, c'est plus grand que la plupart des gens sont grands. Et son poids? Environ 400 livres, à une époque où l'homme moyen en pesait à peine 140. Mais voici la vraie partie horrible. Ce n'était pas juste l'obésité. Ses jambes étaient couvertes de blessures purulentes ouvertes qui ne guérissaient jamais. Pas de petites coupures, non, mais des ulcères énormes qui suintaient du pu et de la chair en décomposition, en permanence. L'odeur? Tellement insupportable que les courtisans devaient tenir des mouchoirs parfumés sur leur visage pour s'approcher de lui. Certains témoignages disent que la puanteur était détectable à plusieurs pièces de distance. Les serviteurs tiraient même à la courte paille pour savoir qui allait devoir l'habiller, car s'approcher de ses blessures était considéré comme une punition. Mais attends, ça empire encore. Les experts médicaux modernes pensent qu'Henri a souffert d'une grave lésion cérébrale traumatique, après un accident de joute en 1536. Ce n'était pas juste une bosse sur la tête. Il est resté inconscient pendant 2 heures. À l'époque, ça voulait dire presque mort. Cette blessure a probablement provoqué un changement massif de personnalité, expliquant comment il est passé d'un jeune roi plein d'allure à un monstre paranoïaque et colérique. Tu n'apprends pas ça dans les cours d'histoire. Mais Henri souffrait probablement aussi d'un syndrome appelé Cushing. Ce qui expliquerait son prise de poids brutale, ses sauts d'humeur et ses ulcères de jambes horribles qui refusaient de guérir. Ses propres médecins avaient tellement peur de lui qu'ils n'osaient même pas lui dire qu'il était malade. Critiquer la santé du roi, c'était considéré comme une trahison. Et cet homme, qui réclamait le droit divin de régner, ne pouvait même pas contrôler ses propres mouvements intestinaux à la fin de sa vie. Des assistants royaux devaient transporter des chaises spéciales partout, parce qu'ils pouvaient à peine se déplacer d'une pièce à l'autre sans avoir un accident. C'est le même roi qui faisait exécuter des gens pour l'avoir regardé de travers. Et pour les femmes, c'était pire encore que tu ne l'imagines. Tout le monde sait qu'Henri VIII a eu 6 femmes et en a fait exécuter 2. Mais la réalité de ce qu'elles ont subi va bien au-delà de la décapitation. On parle de torture psychologique, de manipulation et de peine qui feraient rougir les tueurs en série moderne. Prends Anne Boleyn, par exemple. Avant de l'exécuter, Henri n'a pas simplement décidé de la tuer. Il orchestra un cadre élaboré qui inclut de forcer son propre musicien à avouer, sous la torture, d'avoir une affaire avec elle. Mais voici la partie vraiment malade. Henri a fait regarder pendant que 5 hommes, y compris son propre frère, étaient exécutés pour avoir prétendument couché avec elle. Elle devait rester là, sachant qu'elle était la suivante, regarder des innocents mourir à cause des fantasmes paranoïaques de son mari. Catherine Howard l'a même eu pire. Elle était fondamentalement une adolescente quand Henri l'a épousée. Et quand il découvrit ses relations passées, il ne s'est pas contenté de l'exécuter. Il a adopté une loi la faisant trahir pour que quiconque épouse le roi sans révéler son histoire sexuelle puisse être puni. Imaginez être si mesquin que vous changez l'intégralité du système juridique juste parce que votre femme adolescente n'était pas vierge. Mais les jeux psychologiques étaient la pire partie. Henri couvrait ses femmes de cadeaux et d'affection un jour, puis les ignorait complètement ou les menaçait le lendemain. Catherine d'Aragon a passé ses dernières années sous résidence surveillée, interdite de voir sa fille Marie, tandis que Henri répandait des rumeurs selon lesquelles elle était mentalement malade. Elle est morte seule, peut-être empoisonnée, écrivant des lettres à Henri qui n'a jamais pris la peine de lire. Voici quelque chose qui va vous souffler l'esprit.
Henri a en fait forcé ses épouses à signer des documents les obligeant à accepter leur propre divorce ou annulation. Anne de Clèves était si terrifiée par lui qu'elle a accepté une fausse annulation de mariage juste pour éviter l'exécution. Elle a essentiellement dû prétendre que leur mariage n'avait jamais eu lieu et le remercier pour le privilège de ne pas être assassinée. Et Jane Seymour, la chanceuse, qui est morte de cause naturelle. Elle est morte de complications après avoir donné naissance au fils d'Henri. Et Henri regardait déjà sa prochaine femme avant même que le corps de Jane ne soit froid. Il a attendu exactement 9 jours après ses funérailles pour commencer à planifier son prochain mariage. Les êtres humains, pour Henri, étaient traités comme des objets jetables. Et le pire, c'est que ces femmes n'avaient absolument aucune échappatoire. Le divorce n'était pas une option. S'enfuir signifiait la mort. Et riposter signifiait non seulement votre propre exécution, mais potentiellement la destruction de toute votre famille. Troisièmement, ses habitudes alimentaires étaient absolument folles. Si vous pensez qu'un concours de gloutonnerie est fou aujourd'hui, attendez d'entendre parler du régime alimentaire quotidien d'Henri VIII. Cet homme ne mangeait pas seulement comme un roi, il mangeait comme s'il essayait de provoquer, à lui seul, une famine. Henri consommait environ 5000 calories par jour. Pour le contexte, c'est plus du double de ce qu'un homme adulte actif devrait manger. Et rappelez-vous, ce gars-là pouvait à peine marcher à la fin de sa vie. Mais la quantité n'était même pas la partie la plus étrange, c'était ce qu'il mangeait. Et comment il le mangeait? Un repas typique pour Henri comprenait un cochon rôti entier, plusieurs poulets entiers, plusieurs types de poissons, des montagnes de pain et suffisamment de vin pour faire flotter un petit bateau. Sa cuisine préparait plus de 800 plats différents chaque jour, rien que pour sa maison, avec Henri goûtant personnellement des dizaines d'entre eux. Les cuisines royales employaient 200 personnes, travaillant jour et nuit, juste pour suivre son appétit. Mais voici où ça devient vraiment bizarre. Henri était convaincu que certains aliments avaient des propriétés spéciales. Il croyait que manger des cygnes le rendrait plus gracieux, que consommer de grandes quantités de cerf ferait de lui un meilleur chasseur, et que les huîtres amélioreraient ses performances avec ses épouses. Alors, il se gavait de ces aliments spécifiques en quantité massive, comme une sorte d'obsession médiévale pour les super-aliments. L'homme avait aussi les rituels alimentaires les plus étranges. Chaque bouchée de nourriture qui entrait dans la bouche d'Henri devait d'abord être goûtée par plusieurs serviteurs pour vérifier le poison. Mais ce n'est pas tout. Il était si paranoïaque qu'il demandait à ses goûteurs d'attendre 30 minutes après avoir mangé, avant de toucher quoi que ce soit juste pour être certain qu'il ne s'effondrerait pas d'un poison à effet retardé. Les repas d'Henri étaient, fondamentalement, des performances théâtrales. Il devait manger devant des centaines de courtisans, et l'ensemble du processus pouvait durer jusqu'à 4 heures. Imaginez, rester assis là à regarder ce roi pourri, massif, travailler lentement son chemin à travers assez de nourriture pour nourrir un petit village, tout en prétendant que c'était un comportement royal parfaitement normal. Vous n'apprenez pas ça dans les cours d'histoire. Mais Henri a en réalité interdit certains aliments à sa cour. Non pas parce qu'ils étaient malsains, mais parce qu'il pensait qu'il était indigne de son rang royal. Des aliments du peuple, comme les navets ou l'orge, étaient littéralement interdits à sa table, même s'ils auraient probablement été meilleurs pour sa santé que les montagnes de viande et de sucre qu'il consommait chaque jour. Et la partie vraiment folle, même alors que son corps s'effondrait littéralement sous le poids de son alimentation, Henri continuait à manger, encore et encore, convaincu que son statut royal le rendait immunisé contre les conséquences de sa propre gourmandise. 4. La paranoïa qui a gouverné un empire. Henri VIII n'était pas simplement méfiant. Cet homme a littéralement transformé tout son royaume en un état de surveillance qui rendrait jaloux les dictateurs modernes. Vers la fin de sa vie, Henri était tellement convaincu que tout le monde complotait contre lui qu'il transforma la vie à la cour en un cauchemar permanent pour tout ce qui l'entourait. Commençons par ses arrangements de sommeil. Henri dormait avec des arbalètes chargées à côté de son lit et gardait plusieurs poignards sous son oreiller. Mais ce n'était pas suffisant. Il avait aussi des gardes armés stationnés à l'intérieur même de sa chambre, le regardant dormir toute la nuit. Imaginez être si terrifié par l'idée d'un assassinat que vous ne pouvez même pas fermer les yeux sans témoin. Le palais lui-même devint une forteresse de paranoïa. Henri ordonna la construction de passages secrets dans chaque bâtiment où il vivait. Pas pour la romance, ni pour le confort, mais afin de pouvoir fuir si des assassins venaient le chercher. Il fit installer des judas dans les murs pour espionner ses propres courtisans et plaça des dispositifs d'écoute dans les salles de réunion pour entendre les conversations privées.
Mais voici où ça devient vraiment fou. Henri créa tout un réseau d'espions, dont le seul travail était d'espionner les autres espions. Il avait des informateurs qui surveillaient d'autres informateurs, tissant ainsi une toile tordue de surveillance, où personne ne savait à qui faire confiance. La vie à la cour était devenue un spectacle d'horreur psychologique. Dire la mauvaise chose à la mauvaise personne pouvait littéralement vous faire exécuter, et sa paranoïa alimentaire atteignit des sommets ridicules. Non seulement il avait plusieurs goûteurs attitrés, mais ce repas devait être préparé dans des cuisines entièrement scellées, avec des gardes surveillant chaque étape du processus. Le sel, les épices, même l'eau, tout devait être testé par des personnes différentes. Il était tellement convaincu que quelqu'un allait l'empoisonner, que manger un simple repas était devenu une véritable opération militaire. Il soupçonnait même ses propres enfants de comploter contre lui. Il faisait surveiller la princesse Marie et la princesse Élisabeth, ses propres filles, convaincues qu'elle prévoyait de le renverser. Ce sont ses enfants, et il les traitait comme des agents ennemis dans leur propre maison. La paranoïa de Henri devint si extrême qu'il se mit à exécuter des gens, pour des crimes qu'il n'avait même pas encore commis. Il faisait tuer quelqu'un parce qu'il avait rêvé qu'il le trahissait, ou parce que quelqu'un d'autre suggérait qu'il pourrait être déloyaux dans le futur. La tour de Londres était constamment remplie de personnes dont le seul crime était d'avoir été présent près de Henri pendant l'un de ses accès de paranoïa. Le plus terrifiant dans tout cela, la paranoïa de Henri était contagieuse. Elle infecta toute la cour. Les nobles commencèrent à s'espionner les uns les autres. Les serviteurs trahissaient leurs maîtres pour des récompenses imaginaires. Et tout le monde vivait dans la crainte constante d'être la prochaine victime des soupçons délirants du roi. 5. La mort elle-même ne put arrêter le chaos. On pourrait penser que le règne de terreur d'Henri VIII se terminerait avec sa mort. Non, faux. Cet homme était tellement engagé à être un désastre que même son cadavre réussit à provoquer le grabuge. Commençons par ces dernières semaines. Henri était devenu si massif qu'il ne pouvait plus marcher. Ses serviteurs durent donc le porteur partout, à l'aide d'une chaise spécialement conçue avec poulies et roues. Mais voici la partie dégoûtante. Ses blessures aux jambes étaient devenues si infectées que des morceaux de chair pourris tombaient de son corps pendant qu'on le déplaçait. Les serviteurs devaient suivre derrière lui avec des tissus pour ramasser les morceaux du roi en décomposition tombés sur les sols du palais. Sa scène de mort ressemblait à quelque chose tout droit sorti d'un film d'horreur. Le corps d'Henri avait gonflé à des proportions grotesques. Sa peau était tendue, brillante, et l'odeur était tellement accablante que même ses médecins, pourtant habitués aux horreurs médiévales, durent quitter la pièce pour aller vomir. Quand il enfin mourut, personne ne voulait s'approcher assez pour confirmer officiellement qu'il était mort. Mais attendez, ça empire. Le corps d'Henri était tellement gonflé de gaz, issu de la décomposition interne, que son cercueil dut être spécialement renforcé. Ils enveloppèrent son cadavre dans des feuilles de plomb et le scellèrent dans plusieurs boîtes en bois, pensant que cela contiendrait le gâchis. Ils avaient très tort. Pendant la procession funéraire de Londres au château de Windsor, quelque chose d'absolument incroyable arriva. Le cercueil explosa littéralement. Les gaz du corps en décomposition d'Henri avaient créé tellement de pression que la doublure de plomb éclata, projetant les restes royaux, pourrissant, partout à l'intérieur du corbillard. L'odeur était si horrible que le cortège funéraire dut s'arrêter. Les serviteurs durent nettoyer le désastre avec des seaux et des chiffons. Et voici un détail qui entra vos rêves. Des chiens furent vus en train de lécher les restes de Henri VIII, qui s'était échappé de son cercueil et s'était répandu sur la route. L'homme qui prétendait régner par le droit divin finit comme nourriture pour chiens sur une autoroute de campagne. Et même son enterrement devint un désastre. Ils durent creuser sa tombe extra large pour accueillir le cercueil massif. Mais le sol s'effondrait sans cesse, incapable de supporter le poids de toute cette chair gonflée et pourrie. Il fallut plusieurs temps justes pour mettre les restes du roi dans le sol et réussir à les y maintenir. Le chaos ne s'arrêta pas là. Pendant des années, les gens signalèrent des bruits étranges et des odeurs terribles provenant de la tombe d'Henri. Certains affirmèrent que c'était son fantôme. Mais les historiens pensent qu'il s'agissait probablement simplement de gaz supplémentaires s'échappant de sa décomposition continue. Vous n'apprendrez jamais ça dans les cours d'histoire. Mais la mort d'Henri fut si traumatisante pour tous ceux qui étaient impliqués que plusieurs des serviteurs ayant manipulé son corps moururent en quelques semaines. Peut-être à cause des infections contractées en touchant son cadavre pourri. Alors voilà, le vrai Henri VIII, pas le roi charismatique de la culture populaire.
mais d'une catastrophe ambulante dont le corps l'a trahi aussi dramatiquement qu'il trahit tous ceux qui l'entouraient. Un homme tellement consumé par la paranoïa et la gourmandise qu'il transforma l'un des royaumes les plus puissants d'Europe en son propre spectacle d'horreur personnelle. L'homme le plus puissant d'Angleterre devint le prisonnier de son propre corps en décomposition, et même la mort ne put mettre fin à sa capacité de provoquer le chaos absolu. Son héritage, ce n'est pas seulement l'Église d'Angleterre ou ses 6 épouses. C'est une masterclass sur la manière dont le pouvoir absolu peut transformer un être humain en quelque chose de véritablement monstrueux. Si ces faits royaux inquiétants t'ont fait remettre en question tout ce que tu pensais savoir sur l'histoire, alors clique sur ce bouton d'abonnement, parce qu'il y a encore bien plus de vérités horribles que les manuels préfèrent laisser dans l'ombre. Et crois-moi, tu n'as encore rien entendu.